Bonjour à tous, voici aujourd'hui ma première vidéo concernant l'histoire de la musique. Je vais aujourd'hui aborder la musique du Moyen-Âge et la musique de la Renaissance. Les premières traces que nous avons de la musique sacrée, de la musique d'église, c'est Ambroise, Saint Ambroise, qui était archevêque de Milan. Et nous gardons encore aujourd'hui des traces de cette musique dans la liturgie dite ambrosienne que vous pouvez découvrir à la cathédrale de Milan. Nous, la première musique que nous connaissons réellement en France, c'est le grégorien, évidemment, par le pape Grégoire le Grand, qui a voulu structurer l'Église et donner à l'Église entière les mêmes références, notamment au niveau musical, la même manière de prier, la même structure avec des lectures de psaumes, évangiles et des chants. Et pour cela a été publié un antiphonaire. L'antiphonaire étant la musique grégorienne du temps liturgique. Quand on parle de grégorien, on peut également parler de plein chant. Le plein chant qui s'écrit plein avec un A et non pas avec un E, qui signifie cette musique justement à l'unisson, à une seule voix, et qui est avant tout au service du texte. C'est un chant avant tout de prière. Ensuite, en termes d'écriture, les premières traces d'écriture que nous avons du grégorien, c'est une écriture uniquement du texte et de ce qu'on appelle des neumes. Des neumes, ce sont des virgules, des points qui ont été utilisés avec l'invention de la ponctuation. Un point va être une note rapide, on appellera ça punctum. Une virga, vous voyez, je mets plus de temps à l'écrire. Cette écriture permet de dire que la note va être plus longue, etc. Ces traces-là, on les trouve donc au IXe siècle, et les premières traces que nous retrouvons sont celles du manuscrit de Saint-Gall, l'abbaye de Saint-Gall, tout le reste auparavant ayant été perdu par les différentes guerres, etc., notamment pendant la Révolution française, où beaucoup de ces éléments-là ont été détruits malheureusement. Donc voilà la base. Nous ne sommes pas encore dans une écriture comme vous le connaissez, avec des notes qui montent, des notes qui descendent, des rythmes, etc. Il n'y a pas de rythme. Il y a simplement un principe de coupure où quand j'écris, quand je vais lever ma plume, enfin, je dis je, évidemment, à cette époque-là, qui a le savoir, ce sont les moines. Quand ils vont écrire et lever la plume, cela veut dire note longue. Voilà, la notation du moment. Ensuite, à partir du Xe siècle, on va commencer à avoir le système que nous connaissons avec des notes qui montent et qui descendent, d'abord avec une seule ligne. Et la note de référence sera étonnamment le Fa. Et soit les notes sont au-dessus du Fa, en dessous du Fa. Et au fur et à mesure, dans le temps, siècle après siècle, on va ajouter 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes, 5 lignes. Et c'est vraiment au XVIe siècle qu'on va enfin avoir cette habitude d'une écriture à 5 lignes, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Le moine Guy d'Arezzo, qui est un moine donc, du Xe siècle, a créé le système de notation que nous connaissons de ut, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut. Pour utiliser ça, il a utilisé un psaume que je vais vous mettre sur cet écran, vous allez pouvoir le lire. Et il s'est inspiré de cela pour donner des noms aux notes. Jusque-là, les noms utilisés étaient des noms d'un autre système utilisé depuis le VIe siècle avant Jésus-Christ, avec A, B, C, D, etc., que vous avez déjà entendu parler, qui est utilisé en Allemagne et en Angleterre, mais en France, en Italie, en Espagne, dans les pays latins, nous ont décidé d'utiliser cette écriture tirée de la Bible, si vous voulez. Pour l'instant, je ne vous ai pas parlé de la note Do. La note Do, elle va arriver beaucoup plus tard. Historiquement, on dit que c'est au XVIIe siècle que la note Do arrive en Italie parce que les Italiens avaient du mal à dire out et a donc utilisé Do. En réalité, on se rend compte que un siècle plus tôt, on commence à trouver des traces en France et non pas en Italie
de cette note Do qui remplace donc le ut. Do et ut voulons dire la même chose. Vous voyez, donc ce Do est beaucoup plus tardif et n'est pas du tout utilisé dans le grégorien. Pour finir sur cette musique grégorienne, le plus important à savoir, c'est que le système de mélodie fonctionne avec ce qu'on appelle des modes. Et vous avez 8 modes. Par exemple, un qui va partir de la note Ré. Et c'est ce qu'on appelle un mode naturel. C'est-à-dire que je n'ai pas ajouté de dièse ou de bémol, on n'en parle pas du tout à cette période-là. Je suis juste parti d'une note et j'ai monté. Je peux partir d'un Fa. Comme vous pouvez le constater, ça ne sonne pas exactement de la même manière. Je n'ai pas transposé le même modèle. Les notes noires ne sont pas au même endroit par rapport au piano, vous en doutez bien. Donc les demi-tons ne vont pas être au même endroit. Ensuite, on peut développer vers le bas. Je suis à nouveau parti d'un Ré, mais en développant vers le bas. Et là, en faisant ça, on va avoir 8 modes. Des modes en montant, qu'on va appeler des modes autantes, et des modes qu'on va appeler plago, où on descend en partant du Mi, du Fa, du Sol et du Ré, que je vous ai montré tout à l'heure. Si je pars d'un mode avec la note La, en fait, je vais revenir à mon mode de départ, le mode de Ré. Voilà pourquoi on utilise uniquement Ré, Mi, Fa, Sol, La. Voilà pour la musique du Moyen-Âge. La musique de la Renaissance, qu'est-ce qui va changer? Je pars déjà sur l'aspect mode que je viens d'utiliser. On est à la musique de Renaissance dans l'invention de ce qu'on va appeler le mode mineur et le mode majeur. C'est-à-dire qu'on va utiliser Do, ut à cette époque-là, que nous n'utilisions pas jusque-là, qui va devenir le modèle de référence. C'est-à-dire que si je pars d'un Ré, je vais justement commencer à ajouter des dièses et des bémols pour avoir exactement les mêmes écarts de notes aux mêmes endroits. Voilà, je viens de le faire en partant d'un Ré. Pour ce faire, je suis contraint de mettre un Fa dièse et un Do dièse. Et voilà, on est dans la création de la tonalité et non plus du mode. Le mode va être majeur. Et si j'utilise le mode mineur, etc., je suis obligé d'ajouter des bémols ou des dièses, pareil, pour pouvoir respecter le même mode de Do mineur. Le deuxième aspect à voir, c'est l'aspect écriture. On commence à composer à plusieurs voix. 4 voix commence à être la norme, même si on peut composer jusqu'à 60-70 voix, notamment Thomas Tallis, Spem in Alium. Le principe qui est de plus en plus utilisé, c'est l'imitation. L'imitation, on appellera ça de manière plus théorique, le contrepoint. C'est utiliser une idée. Ça, par exemple, début d'une fugue de Bach, et qui va être utilisée 4 fois aux différentes entrées qu'on pourrait imaginer comme soprano, alto, ténor et basse. L'idéal du contrepoint, donc de ces imitations, c'est ce qu'on va appeler le canon. Le canon, comme vous le connaissez, ça veut dire que c'est exactement les mêmes entrées, les mêmes notes, le même rythme, etc. Voilà. Et ça, ce principe-là va être utilisé de plus en plus. Vous mettez la tonalité, vous mettez le contrepoint, et vous arrivez à la musique Renaissance. Alors que si je reprends la musique Moyen-Âge, on avait uniquement des mélodies sur des modes et non pas des tonalités. Et je ne vous ai pas parlé de rythme tout à l'heure. Les rythmes à savoir, c'est qu'on utilise exclusivement à la fin de la période Moyen-Âge la musique brève, le rythme bref ou le rythme long. Par exemple, je vais faire. Vous voyez, je n'utilise que 2 rythmes. Et si vous utilisez un mode comme je l'ai fait, là le mode de Ré, et un rythme bref long, et bien tout de suite vous tombez dans la musique du Moyen-Âge. Voilà. Dernière chose que vous devez savoir sur la musique de la Renaissance, au XVIe siècle, vous avez
les différents conflits religieux. Vous avez notamment Luther, et Luther va s'intéresser à la participation des fidèles, à trouver une prière, un moyen de prier qui soit le plus accessible possible, et va notamment utiliser la musique euh, avec des textes vernaculaires. Vernaculaire voulant dire le texte du pays dans lequel nous sommes, en français pour la France, en allemand pour l'Allemagne, en italien pour l'Italie, etc. Parce que, selon lui, le peuple n'était pas suffisamment éduqué. Quand je dis suffisamment, je parle bien en nombre pour comprendre toutes les prières en latin, etc. Et a créé un style qui s'appelle le style choral. Par exemple, ta 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 di, te. Voilà le Notre Père luthérien, par exemple, qui est uniquement écrit avec des rythmes de noir, c'est-à-dire extrêmement simple pour que tout le peuple puisse chanter le plus simplement possible. Et c'est donc ce qu'on appelle le choral, ça s'écrit sans E, et c'est ce qui va être utilisé encore aujourd'hui dans la musique protestante, notamment dans la musique anglicane, mais aussi dans la musique dite réformée ou la musique luthérienne. Donc texte très simple, mélodie très simple, dans un premier temps genre à une voix qui va être ensuite écrit à plusieurs voix. À l'opposé, pour la musique catholique, il va y avoir une réécriture complète, une restructuration complète de la musique qui était devenue un peu trop loin des réalités de l'Église parce qu'on écrivait souvent sur des thèmes populaires et on était plus dans la performance, comme on pourrait l'être un peu pour la musique contemporaine, c'est-à-dire d'écrire des choses très compliquées, avec de nombreuses voix, avec des textes différents et sur des mélodies qui n'ont rien à voir avec l'aspect liturgique. Le Concile de Trente va vraiment recadrer tout ça pour qu'on revienne à de la musique priante, de la musique, je dirais presque planante, qui nous envoie vers Dieu. Et pour ce faire, il va demander à Palestrina de réformer, de montrer comment écrire cette nouvelle dimension de la musique d'église. Voilà. Et c'est ce qui va vraiment être utilisé et de plus en plus dans la musique renaissance d'église que vous connaissez et que vous avez l'habitude d'entendre. Euh, et qui va ensuite aller, si je vais plus loin déjà dans la musique baroque, la musique classique, etc., dans un style qu'on appellera l'oratorio, où on va raconter des histoires sacrées, mais sur des thèmes avec une manière d'écrire qui nous emmènera, nous élèvera vers Dieu. Et si je dis bien ça, à l'opposé du style choral qui sera au contraire participation des fidèles. On est moins dans un côté planant, etc., et plus dans un côté terrestre. Voilà, pour finir, je vais juste vous faire un point des différentes périodes que j'aborderai ensuite. Arrive en 1607 le premier opéra, Orfeo de Monteverdi, qui va nous ouvrir à la période baroque qui donc ira jusqu'à 1750, la mort de Jean-Sébastien Bach. Ensuite, on va avoir quelques années de transition jusqu'à l'arrivée de Mozart, qui naît en 1756. Et nous arrivons en période classique, jusqu'à Beethoven. Après ces deux premières symphonies qui sont vraiment classiques, on arrive dans un style beaucoup plus romantique où on développe tout. On développe l'aspect instrumental, des orchestres de plus en plus grands, des œuvres de plus en plus, de plus en plus longues, et surtout un aspect compositionnel, c'est-à-dire des mélodies extrêmement longues, extrêmement abouties. La fin de la période romantique, c'est la mort de Brahms, 1797. Et pour finir, période moderne, au XXe siècle. Et les contemporains, comme vous le savez, c'est les compositeurs qui vivent actuellement de notre époque.
Voilà, merci, à la semaine prochaine.